pour vous parler de Rio, je vais faire une petite présentation de ce qui se passe, de ce qui vient de se passer au Brésil. C'est une présentation très schématique. Je ne sais pas si vous le connaissez bien, le Brésil. Moi, je vis là-bas depuis presque 20 ans. Je ne le connais pas complètement bien. Mais disons qu'il y a, au cours des 10 dernières années, une série de changements ou de dynamiques qui ont eu lieu et que moi, je vais définir comme des dynamiques qui ont constitué une sorte de centralité paradoxale des pauvres. Donc, ces 10 dernières années, ce sont les 10 dernières années, c'est-à-dire deux gouvernements Lula, de centre-gauche, si on veut comparer à l'Europe, plus le gouvernement de la présidente Dilma, qui est qui a été élue grâce, c'est une création de Lula. Et en même temps, donc, elle est une continuité des politiques de Lula, et en même temps, il y a une inflexion dont on va parler, qui fait une inflexion qu'on pourrait définir par rapport à la centralité paradoxale des pauvres. Ce qui s'ouvre avec Dilma dans la continuité, il y a une inflexion en direction à une sorte de développement de ce paradoxe en termes d'une pacification et d'une militarisation des pauvres. Et dans la ville de Rio, à cause des grands événements qui sont en préparation et qui ont déjà commencé à avoir lieu, est un peu le laboratoire. Donc je vais vous présenter quelques données. J'avais prévu d'utiliser aussi l'Internet pour en montrer d'autres, mais je vais le faire demain. Déjà ça c'est suffisant, donc comme ça, pour vous dire, moi je viens de passer une semaine en Espagne. J'ai assisté à la manifestation de Mélenchon à Paris le dimanche il y a 10 jours à peu près. Et donc en Europe c'est le déclin, la crise, les problèmes, etc. Je vais vous montrer quelques données. Ça c'est la Banque centrale du Brésil, pour vous montrer qu'au Brésil on est dans une atmosphère opposée. Donc les indicateurs, ils sont tous, naturellement ça c'est un choix que je fais, tous dans un sens d'une dynamique macroéconomique, d'une dynamique de gestion de l'État, d'emploi, etc., qui sont toujours vers une dynamique meilleure. On pourrait dire qu'on a l'impression, à partir du Brésil, que la crise a un impact opposé. Pour une fois, ce sont les décennies perdues qui s'annoncent en Europe et la croissance, la diminution de l'inégalité au Brésil. Donc ça c'est des données sur la dette publique, la diminution du taux d'intérêt, le spread qui continue à être très élevé et qui a une tendance à la baisse, surtout elle va augmenter en 2012. Vous voyez la dynamique du crédit par rapport au PIB. Il y a une augmentation importante au cours à partir du début du gouvernement Lula, et en même temps on voit la place énorme d'expansion que le Brésil a encore pour développer le crédit, puisqu'il n'arrive même pas à 50% du PIB. Des indicateurs par rapport à ce qui se passe au niveau général, le salaire minimum qui a augmenté de manière importante. Entre 2004 et 2012, une augmentation de 63% réel. Le taux de chômage qui baisse à un niveau très paradoxal quand on visite une ville brésilienne comme Rio, mais qui est défini comme un niveau de plein emploi. Les créations d'emplois, l'augmentation du revenu moyen des employés et la diminution à moitié
de la pauvreté extrême. Et continue à être importante, donc il y a presque 10% de la population qui se trouve dans des situations de misère extrême, mais il y a eu une diminution importante de la moitié. Donc pour voir Et voilà, je pense que ces courbes sont un peu une représentation assez marquante de ce qui s'est passé avec les gouvernements Lula, et une tendance qui est à peu près continue. Donc on voit toujours le rapport entre la courbe de l'inégalité et la courbe de la croissance. Et jusqu'en 2002-2003, plus le pays croît, plus l'économie est en expansion, plus l'inégalité augmente. Et l'inégalité et l'économie vont dans la même direction. Avec le gouvernement Lula, on a cette, comment dire, enfin, la croissance, elle décroche par rapport à l'inégalité. L'inégalité diminue et le PIB augmente. Et ces données générales, elles peuvent être un peu présentées aussi avec des dynamiques en termes de développement régional qui montrent que l'inégalité en termes comment dire, généraux au niveau du pays comme un tout, elle est suivie aussi par des dynamiques de diffusion et de diminution des inégalités régionales. Ici, on voit que le taux de croissance des régions les plus pauvres est plus important par rapport aux régions les plus riches. Le Brésil, c'est le sud et le sud-est qui sont les régions les plus riches. Le nord-est, la Bahie, Pernambuco, etc. C'est un niveau intermédiaire. Et puis le centre-ouest, l'expansion de l'agribusiness. Des données comme ça par rapport à ce qui se passe au niveau, par exemple, des investissements fédéraux en termes d'éducation. Et on a la situation des universités fédérales en 2002 et la situation des universités fédérales en 2010. On passe de 43 universités à 230 et à une diffusion régionale beaucoup plus, comment dire, diffuse et surtout dans les régions les plus délaissées. Ça, c'est l'axe, disons, c'est l'axe de développement, hein, on trouve Rio et São Paulo, et ensuite le sud avec les régions d'immigration les plus développées. Il y a une diffusion régionale qui participe à une qualification de la réduction des inégalités. Un indicateur fondamental, ce qui se passe dans ces 10 dernières années, c'est l'expansion des programmes sociaux avec un programme d'origine néolibérale qui est le Bolsa Família, une bourse pour les familles qui se trouvent en situation de pauvreté. Et donc c'est une politique sociale qui au départ est très on dit focalisée, très ciblée. Donc elle n'est pas du tout une politique universelle de distribution du revenu. Elle commence à ces niveaux-là, à partir de ce qui était déjà en place avec le gouvernement néolibéral avant Lula, et elle passe par une expansion systématique jusqu'à un univers de pratiquement 13 millions de familles. Ça a augmenté encore au cours des 2 dernières années, donc on peut penser à un univers à peu près de 60 millions de personnes qui reçoivent un transfert monétaire petit, ciblé, variable, etc. Mais, et en même temps avec une dynamique d'universalisation. La dynamique des indicateurs d'inégalité en termes de distribution de revenus, on voit qu'il y a une tendance qui commence en 93-95, où on comprend aussi comment la stabilisation de la superinflation a eu un impact populaire, dans le sens qu'il y avait un impact positif en termes de réduction de l'inégalité, et en même temps, de quelle manière 2003 constitue une rupture dans une bonne direction.
Ça, c'est la diffusion régionale du programme de distribution de revenus, qui est la Borsa Famiglia, qui montre aussi comment il a un impact dans la société, aussi en termes régionaux, dans le sens qu'il est plus important dans les régions les plus pauvres par rapport aux régions les plus riches. Donc il a un impact positif en termes de réduction des déséquilibres régionaux. Et ici, on a comment dire, les courbes des familles, des ménages pauvres et extrêmement pauvres. Là aussi, on voit que 2003, c'est un passage important, une diminution importante de la pauvreté, qui continue à être très importante. Et voilà, et là on commence à voir comment ces changements structurels au niveau de la composition sociale brésilienne, et surtout du point de vue des dynamiques des pauvres, sont traités par des chercheurs de la fondation Getúlio Vargas, des économistes qui maintenant, il y a surtout un économiste qui s'appelle Marcelo Neri, qui maintenant est devenu ministre secrétaire de la présidence de la République pour les questions stratégiques et la planification. Donc c'est lui qui a développé toute une série d'approches, que je ne vais pas ici, d'analyses statistiques que je ne vais pas détailler, mais qui a commencé à dire que ce qui s'est passé tout au long des années 2000, c'était la constitution d'une nouvelle classe qu'au départ, il a définie comme la classe C. Et c'est, comment dire, cette classe a été définie par lui à partir, à partir de ses travaux statistiques en termes de revenus du ménage domiciliaire, du ménage, en incluant toutes les sources de revenus. Et donc, cette classe C, elle se définit effectivement comme une classe intermédiaire entre les plus pauvres et les plus riches. Ça, c'est en réal. Il faut diviser par 2,60 pour penser en euros. Et donc, pendant un bon moment, on a commencé à dire que ce qui s'est passé, qui était en train de se passer au Brésil, c'était la constitution et l'émergence d'une classe C. On l'appelait exactement une classe C, et en termes statistiques, la classe intermédiaire, qui se trouve à moitié chemin. Et puis, on a commencé à dire, voilà, cette classe C, en fait, c'est une classe moyenne, où la moyenne, c'est exactement le fait d'être au milieu, même du point de vue géométrique. Et ce qui s'est passé à partir de cette constitution statistique, qui ne correspond pas du tout à la composition sociale effective, surtout au niveau métropolitain, on a commencé à dire, mais cela a un impact important en termes de dynamique économique, de dynamique électorale, donc ce n'est pas simplement un régime discursif, c'est un régime réel de bataille politique, théorique sur ce qui se passe du point de vue de cette transformation. C'est de dire, voilà, en 2003, cette classe intermédiaire, la classe C, c'était, comment dire, 66 millions de personnes. Donc, elle constituait un bloc important. Et maintenant, c'est 102 millions. Donc, c'est la partie la plus importante de la société brésilienne, qui a à peu près 180 millions de personnes. Et la tendance, c'est son expansion. Voilà. Donc, la classe moyenne, les pauvres sont transformés par ces dynamiques macroéconomiques, par ces politiques sociales, en une classe moyenne dont dépend la dynamique productive, la dynamique électorale, la dynamique politique, sociale du Brésil et de ses villes. Et voilà, donc ça c'est la première présentation pour vous dire un peu le contexte dans lequel il se passe une série de changements au Brésil et dont je vais parler à partir de Rio. Là, je vais
essayer de changer de machin. C'est PowerPoint. Voilà. Bon, ça, c'est pas des présentations que j'ai préparées. Ça c'est en portugais encore. C'est une présentation, en fait, j'utilise la présentation d'Alexandre Mendes, que vous avez connu, vous vous rappelez de lui, le chercheur qui était défenseur public et qui nous a amené à la Villa Autódromo, qui travaille avec nous. Alexandre Alexandre, c'était... Alexandre. Et donc, c'est une présentation à lui avec des images que j'ai bricolées comme ça pour donner une idée. Mais en parlant donc en faisant un peu le bilan par rapport à ce qui s'est passé au cours des années 2000 au Brésil, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire d'une part qu'il n'y a pas eu de changements radicaux. Les gouvernements Lula, le gouvernement Lula n'a pas du tout été un gouvernement révolutionnaire, pas du tout, mais encore moins réformiste en termes des réformes radicales, d'inversion de ce qui s'était passé dans la période néolibérale des années 90. Au contraire, en termes de politique économique, en termes de privatisation, Lula n'a pratiquement rien changé. C'est Dilma maintenant qui essaye de changer quelque chose en termes de macroéconomie et pas en termes d'intervention de l'État du point de vue des privatisations et des contrats. Lula, c'est la continuité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pu gagner les élections sans qu'il soit déstabilisé et empêché de les gagner, puisque les rapports de force au Brésil ne sont pas du tout favorables à la gauche. Et il y avait en fait les conditions de la victoire de Lula au début des années 2000, en 2002, avec son arrivée au pouvoir en 2003, sont surtout le fait de l'épuisement de la gestion néolibérale, beaucoup plus que la dynamique expansive du projet et des mouvements qui ont constitué le Parti des travailleurs. Au contraire, Lula gagne au moment où le Parti des travailleurs est arrivé à son niveau maximum et sa base sociale s'est déjà effritée. Quelle était la base sociale du Parti des travailleurs? C'était les syndicats ouvriers de la région de São Paulo, qui continuent à exister, sont importants, sont les plus importants qu'il y a au Brésil, peut-être les plus importants qu'il y a en Amérique du Sud, ou même en Amérique latine, si on pense au Mexique, et en même temps qui sont déjà laminés par des processus de restructuration, de modernisation et globalisation, d'intégration de la dynamique globale de la mondialisation, qui ont eu lieu de manière accélérée au Brésil, qui est une économie relativement fermée, qui ont eu lieu à partir du début des années 90. Donc Lula arrive au pouvoir quand sa base sociale ouvrière elle est épuisée, même si elle est là, importante, isolée à São Paulo, avec un processus d'industrialisation qui n'arrive plus à reproduire cette dynamique de São Paulo au niveau national. Et l'autre partie de sa base sociale, ce sont les syndicats et les organisations liées aux fonctionnaires publics. Si on va à un congrès de la CUT, de la Centrale Unique des Travailleurs, la CGT brésilienne, 90% des délégués, des participants, ce sont des fonctionnaires, des syndicats des fonctionnaires. C'est-à-dire, dans les autres villes qui ne soient pas São Paulo, c'est difficile d'avoir un syndicat qui ne soit pas lié à mon université, à une autre université, au service public. Le seul syndicat qui a une présence nationale, ce sont les bancaires, qui eux aussi passent par des restructurations de plus en plus importantes, donc qui sont affaiblis.
Ensuite, il y a le MST, qui est une très grande organisation sociale, mais qui aussi a atteint son sommet dans cette période, qui a un rapport organique avec le PT sans être parti des travailleurs. C'est un mouvement autonome et en même temps très lié au Parti des travailleurs, très lié au gouvernement, en général aux négociations avec le gouvernement. Le MST, qui est vu ici souvent comme une organisation radicale, qui serait plus révolutionnaire, plus capable de déterminer des cycles de lutte indépendants par rapport au gouvernement, c'est vrai et pas vrai, dans le sens que, d'une part, c'est une organisation qui maintient un degré important d'autonomie, et d'autre part, dont la survie, la reproduction dépend des négociations avec les gouvernements de tout type, pour pouvoir maintenir les accampements, comment on dit ça? Campements, avant d'occuper, ils campent près des terres qu'ils veulent occuper, et après, quand ils occupent, ils ont besoin des subventions, donc ils dépendent directement de ces négociations. C'est continuellement des luttes, des conflits et des négociations. Donc Lula arrive au pouvoir en ce moment, et pour, en plus, disons, d'arriver quand sa base sociale est épuisée, il doit faire toute une série de promesses, transformer la dynamique de son parti. Il fait une lettre aux Brésiliens. Tous les candidats en 2002, ils étaient 4 grands candidats à la présidence, sont allés voir le FMI pour dire qu'ils auraient respecté les contrats, etc., et qu'il n'y aurait pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de rupture. Après un an qu'il est au gouvernement, et que, disons, son grand projet de politique sociale, c'était le projet de la famine zéro, Fome Zero. C'était l'idée de dire on distribue des aliments, on distribue à manger aux pauvres, aux plus pauvres, et c'était un peu l'idée d'une diminution de la famine à partir de la distribution d'aliments. Ça ne marchait pas. Et ce que le gouvernement a commencé à faire, c'était d'abord la distribution du revenu à partir d'un programme néolibéral qui était organisé autour d'un double mécanisme. Le programme était un programme ciblé de compensation des dynamiques du marché pour permettre aux secteurs les plus marginalisés de la population de pouvoir se maintenir sur le marché, pour revenir sur le marché. Et donc, ça visait les plus pauvres, et il était conditionné au fait que ces familles pauvres maintiennent leurs enfants à l'école, et aussi, selon les dynamiques de la santé publique, c'est-à-dire surtout les vaccins. Pour avoir accès à ce programme, il faut être extrêmement pauvre, et d'autre part, il faut maintenir les enfants à l'école et faire des vaccins. C'était un programme conditionnel et focalisé, ciblé, pas du tout universel. Oui, c'est pas urgent, on continue. Quand ce programme a été mis en place, il y a eu une très grande polémique à gauche et à droite, et on a dit que, en fait, c'était pas une politique universelle, donc c'était le contraire de ce qu'on disait du point de vue du rôle de l'État. Et à droite et à gauche, on a commencé à dire que la véritable solution, c'était un véritable changement, passer nécessairement par une inflexion des politiques économiques qui permettent, de manière à permettre une nouvelle dynamique de l'emploi. Et donc à droite et à gauche, on disait, avec des accents différents, mais c'était à peu près la même chose. Et même la gauche du Parti des travailleurs
disait ce programme est un programme assistentiel. Si on n'arrive pas à toucher les dynamiques de l'emploi, on n'arrivera pas à changer la question de la croissance et à changer la question de l'inégalité. Avec des accents différents, on disait à peu près la même chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec ce programme en expansion continuelle, il y a eu on est passé à avoir des dynamiques macroéconomiques différentes en termes de croissance, même si beaucoup plus modérées que dans les autres pays des BRICS, c'est-à-dire la Chine, l'Inde surtout. Et on pourrait dire qu'on a eu la vérification de deux phénomènes. Un, le fait que le néolibéralisme n'était pas le résultat seulement d'une option de politique économique, mais que le néolibéralisme c'était plutôt, ou c'est plutôt le régime idéologique d'un changement du capitalisme, et que ce capitalisme, en fait, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas un capitalisme, le capitalisme global, organisé en réseau et financier, et qu'on appelle aussi un capitalisme politique, n'est pas un capitalisme qui est exclu, comme on pourrait avoir l'impression, ou souvent on pourrait le dire. Ce n'est pas un modèle excluant, c'est un modèle d'exclusion des droits. Mais du point de vue des dynamiques de mobilisation du travail, ce capitalisme est un capitalisme qui inclut tout le monde sans passer par le rapport salarial. Et donc le succès des politiques sociales et distribution du revenu aux plus pauvres, et plus en général des réductions des inégalités avec tout ce que cela signifie en termes de mobilisation sociale, de transformation des bases électorales du Parti des travailleurs, de transformation des bases électorales du Parti des travailleurs, jusqu'au point que Lula soit beaucoup plus important aujourd'hui que le parti, vient du fait que le capitalisme, l'intégration du Brésil dans les dynamiques du capitalisme global, du capitalisme productif, passe par une mobilisation des pauvres qui ne passent plus par une dynamique de prolétarisation et transformation et leur intégration dans le rapport salarial. C'est la mobilisation des pauvres sans passer par le rapport salarial des pauvres en tant que pauvres. Donc on a l'impression sociologique d'une augmentation de l'exclusion, mais en réalité on a une dynamique matérielle de mobilisation des pauvres dans la dynamique des territoires et de ces réseaux. Et donc le succès du gouvernement Lula est lié probablement à quelque chose qui a été fait sans le vouloir, qui dépend un peu de la nécessité de faire quelque chose, qui dépend éventuellement de la sensibilité des segments du gouvernement et de Lula, et qui a abouti, avec cette distribution du revenu et en même temps avec des réformes dont on peut parler plus tard, mais maintenant je ne vais pas en parler, sur la question de l'éducation, sur le crédit, etc., qui aboutit, même sans le vouloir, à une reconnaissance de cette dynamique productive des pauvres en tant que pauvres. Et l'idée, c'est de dire que c'est à ce succès, entre guillemets, que Lula doit sa popularité, sa capacité de faire gagner les élections à des candidats après lui qui ne sont pas du tout connus. C'est le cas du président actuel, Dilma. C'est le cas du maire de São Paulo, qui vient de gagner les élections municipales et qui a commencé sa campagne électorale avec 2-3% d'intention de vote, et qui a été propulsé par Lula et ce phénomène qu'on décrit comme le lulisme. Donc l'idée, c'est de dire
Ce qui s'est passé, en fait, c'est une mobilisation paradoxale des pauvres. Et ce qui se passe aujourd'hui au Brésil, c'est une lutte politique, une guerre même si elle est appelée de pacification, sur la signification ou la ressignification de cette centralité paradoxale. Dans un des régimes les plus importants, et le discours, ces pauvres aujourd'hui constituent une nouvelle classe moyenne. Et le modèle du pays dont parle Dilma, c'est de dire les pauvres, c'est-à-dire le Brésil, doit devenir un pays riche sans pauvreté, et les pauvres doivent se transformer en une classe moyenne, c'est-à-dire on veut passer du sud au nord. Et on peut, donc ce qui nous pose toute une série de problèmes, des questions, si on veut penser à des alternatives de transformation sociale, et si on veut penser à cette nouvelle composition sociale du Brésil, non pas en termes de nouvelle classe moyenne, mais en termes de nouvelle composition du travail. Donc c'est à peu près ça. Et donc quand on passe comme ça de ces données schématiques sur la dynamique du Brésil, la dynamique sociale, macroéconomique, électorale, on passe aux villes, et notamment à Rio de Janeiro, on peut rencontrer des confirmations à ce que je viens de dire, c'est-à-dire la caractéristique fondamentale de l'expérience Lula, c'est la mobilisation des pauvres et la reconnaissance ambiguë de leur dynamique productive, en dehors du rapport salarial. Quand on passe à Rio, on voit très bien ces transformations d'une manière, par rapport à ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, et par rapport à ce qui est en train de se passer en termes de bataille sur cette centralité paradoxale. Donc là, je vais le dire de manière très schématique, et après montrer des images, et puis on va essayer d'en parler. La régulation des pauvres anglo était organisée depuis les années 80. Bon, vous savez, les grandes villes brésiliennes sont constituées de manière absolument très violente entre les années 50 et les années 80, avec une migration interne très violente qui a inversé les proportions entre la population rurale et la population urbaine. Donc on est passé de 70% de la population rurale en 1950 à une situation inversée, c'est-à-dire 80% de la population urbaine à la fin des années 80. De manière avec, à partir des années 80, l'incapacité de l'État d'investir, de suivre ce mouvement de population lié au blocage du processus de réforme agraire, etc. Donc les villes sont devenues des métropoles sans investissement proportionnel à cette expansion monstrueuse et violente, et sont passées par un processus qu'on connaît, qui est le processus de favelisation. La ville de Rio, qui est la plus favelisée du point de vue statistique, elle est composée à peu près par 20% de sa population, et c'est un peu moins de 800 favelas, et 20% de sa population se trouve dans des favelas. Mais en fait, les statistiques cachent le fait que souvent la favela, c'est seulement une définition d'une situation d'occupation illégale d'un terrain, alors que les quartiers à côté sont à peu près composés par une réalité urbaine et sociale comparable. Donc le niveau de favelisation est plus important que les statistiques ne le disent. Donc dans les années 80 et 90, le contrôle des populations pauvres passait par une dynamique, disons, qui avait organisé, en la simplifiant, en disant que
D'une part, ces populations étaient en attente de la reprise d'un projet d'industrialisation qui puisse permettre leur transformation en ouvriers, qui puisse permettre de rouvrir la dynamique de la prolétarisation. Et cette industrialisation, en même temps, elle n'avait pas lieu à cause des 2 décennies perdues, la décennie des années 80, qui est la décennie 80, c'est la décennie de la crise de la dette. Et c'est peut-être la décennie qui commence en Europe maintenant. Et les années 90, c'est l'ouverture néolibérale et l'intégration du Brésil dans les dynamiques de la globalisation. L'industrialisation n'est plus ce qu'elle était. Ce n'est plus le manque du taux de croissance, c'est le fait que le régime d'accumulation se transforme et il passe par la tertiarisation et l'organisation globale de la production. Donc par l'expansion des services. Et dans ces 2 décennies, le contrôle des pauvres est organisé autour de leur exclusion en attente, donc de l'administration et de la régulation de cette exclusion en attente de cette inclusion dans un rapport salarial qui n'arrivait pas à se mettre en place. Et ce contrôle des pauvres dans un régime d'exclusion dans les favelas sont un peu la représentation la plus importante, il est surtout dans le cas de Vietnam par une expansion symbiotique entre le narcotrafic, le développement du trafic de drogue et la présence de la police grâce au développement du trafic de drogue qui permettait à la police d'être le principal acteur de régulation de ces populations avec une violence arbitraire absolument incontrôlée. Donc ce que le contrôle des populations pauvres passait par une dynamique de guerre qui permettait à la police de faire à peu près ce qu'elle voulait dans les favelas et dans les régions habitées par les pauvres, avec un niveau de violence qui était en développement exponentiel et qui s'est transformé rapidement dans la diffusion par la police, non seulement de la distribution, disons, non seulement de la gestion indirecte du trafic des drogues en fonction de l'organisation de grandes organisations criminelles qui sont appelées commandes, qui se partageaient le contrôle du territoire, mais le trafic de drogue s'est rapidement articulé avec le trafic international des armes, et dans le cas de Rio, les territoires ont été partagés par ces commandos tous liés à différents niveaux aux activités de la police, qui contrôlaient ces territoires de manière militaire, avec la présence d'un armement lourd, de plus en plus lourd, des fusils mitrailleurs et autres armements, qui faisaient avec quoi, disons, la reproduction de l'exclusion était, comment dire, gouvernée directement par les polices, de plus en plus militarisées, en rapport direct, par des mécanismes de corruption, par des mécanismes de contrôle, avec ces grandes organisations criminelles qui contrôlaient à peu près tous les favelas. D'ailleurs, ils continuent à les contrôler, y compris les favelas, qui sont nombreuses, qui se trouvent dans les quartiers les plus riches de Rio. Une des caractéristiques de Rio, c'est
le fait que si la pauvreté elle est marginalisée, si elle se trouve dans la périphérie, et en même temps, elle se trouve aussi tout près dans des régions de micro-ségrégation qui se trouvent dans les quartiers les plus riches. En même temps, l'autre côté de ce contrôle féroce, extrêmement violent, c'était les dynamiques de résistance et auto-valorisation que les pauvres ont mis en place sur l'élan des migrations internes. C'est-à-dire, les villes brésiliennes sont chaotiques. Vous verrez quelques images. Elles ne sont pas aussi planifiées que ce quartier. Et donc, on a une image complètement différente. On pourrait penser qu'ici, celui-ci est un quartier tout à fait planifié, sans problème, tranquille, puisque ici, l'État a organisé le train, a organisé, je ne sais pas si ce sont les niveaux d'investissement public ou privé, etc. Mais enfin, ce sont des immeubles que à Rio pourraient être considérés des immeubles de classe moyenne ou riche. C'est le même. Souvent, les gens qui visitent Rio pour la première fois, ils rencontrent un quartier riche et ils pensent que ce sont des HLM. En fait, ce sont des immeubles très riches. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que si la ville est chaotique et s'est développée pratiquement sans aucune planification, avec toutes les conséquences en termes d'infrastructures, surtout les égouts, mais aussi les transports, etc. En même temps, la ville qui est en place est une ville qui a été autoconstruite par les pauvres. Et donc ce que la police, c'est-à-dire l'État, contrôlait et la richesse dont il s'appropriait par ce mécanisme du narcotrafic et de la corruption, c'était cette dynamique de haute construction de la ville par les pauvres qui venaient de l'élan de l'immigration, de la migration interne, des exodes rurales extrêmement violents. Dans les années 2000, mais ça a déjà lieu dans les années 90, ce qui se passe, c'est un changement de ce rapport entre le commandement de l'État par la police sur les pauvres et le mécanisme du narcotrafic, c'est-à-dire le fait que la police contrôle les pauvres, contrôle cette dynamique d'auto-valorisation des pauvres, impose l'hétéronomie sur cette dynamique d'auto-valorisation, non plus de manière indirecte, mais de manière directe. C'est-à-dire, d'une part, il apparaît de plus en plus que la ville et les processus de privatisation ont absolument explicité ce mécanisme, que la ville et la métropole ne sont plus les espaces de reproduction d'une sphère de la production qui n'est pas capable de mobiliser tout le monde, mais qui doit être un jour capable de le faire, c'est-à-dire un processus d'industrialisation capable de transformer tous les pauvres en ouvriers, un véritable processus de prolétarisation. D'une part, donc, nous n'avons plus ce mécanisme, et au contraire, la métropole apparaît, et les privatisations en sont un peu l'explicitation, les privatisations des services publics, apparaît comme un réseau de circulation où ont lieu les processus de production, c'est-à-dire le secteur tertiaire, et il commence à devenir un secteur de mobilisation des pauvres en tant que pauvres. On peut faire on peut utiliser la métaphore de la téléphonie, lorsqu'on passe du nord au sud, c'est assez fort comme phénomène. Et donc en 1995, quand je suis arrivé au Brésil, les lignes téléphoniques fixes étaient, comment dire, le service était public de l'État de Rio, chaque État avait sa compagnie de téléphonie, et puis il y avait un système fédéral. Et donc moi je suis arrivé et il fallait que j'ai un téléphone, et c'était pratiquement impossible de l'avoir
par le service public, par le service étatique. La seule manière, c'était d'acheter une ligne téléphonique, un numéro, sur un marché parallèle, et le coût de cette ligne était à peu près supérieur à l'achat à l'époque d'un ordinateur. Donc, et plus on allait dans des zones populaires, plus la ligne téléphonique était chère. Donc, le rêve progressiste d'OpenBiz, c'était de mettre en place un système public à même de faire comme ici, avec quoi avoir une ligne téléphonique, c'était automatique, gratuit, avec un service public. La privatisation, qui était critiquée justement à l'époque comme un gaspillage de ressources de l'État, etc., qui aurait augmenté l'inégalité, etc., en fait, il a produit un phénomène ambigu, qui est le fait que tout le monde a commencé à avoir une ligne téléphonique, seulement que non plus fixe, mais mobile. Et le téléphone mobile, il rentre dans la poche de tout le monde, sans attendre que tout le monde soit homogénéisé par un processus de mobilisation salariale. Il rentre dans la poche du professeur, du pauvre de la favela, du travailleur informel, du vendeur à Solette, etc. Et donc il inclut tout le monde dans ses réseaux, et en même temps, tout le monde, il continue dans les dynamiques de modulation de la fragmentation sociale dont il est issu. Et donc ça, c'est un peu la métaphore de ce qui se passe. Et lorsqu'on parle des Rio et de ce contrôle extrêmement violent des pauvres dans l'exclusion par le mécanisme du narcotrafic et de la police, et de la violence de la police, ce que la police passe à faire, les polices, on parle de manière, et ils passent en même temps que le capital passe par la privatisation à faire une gestion directe et productive des territoires, donc de la téléphonie, des autoroutes, des appelés à câble et des autres services de transport, la police passe, elle aussi, à contrôler directement ces territoires, les territoires. C'est un phénomène qui est appelé par la presse de constitution des milices. Les milices, en fait, ce sont les polices où elles contrôlent les territoires. Elles expulsent les organisations du narcotrafic, c'est-à-dire organisées autour uniquement de la distribution de la drogue. Et elles passent, ces milices, à, en premier lieu, comment dire, cobrar. Elles passent à imposer un impôt. L'impôt, c'est une imposition. Donc, dans les territoires contrôlés par les milices, tous les habitants payent, comme s'ils payaient à l'État, un impôt très faible, je ne sais pas, 1 euro par mois, quelque chose comme ça, et tout le monde passe à payer. Ensuite, ils commencent à organiser, ils organisent directement l'impôt et le contrôle de tous les systèmes de transport, de circulation, et des centrales de distribution de la téléphonie, de l'Internet, en capturant les réseaux, en s'appuyant sur les réseaux officiels. Lorsque la police fait une descente chez la police de la milice, c'est toujours des polices. Contrairement à ce qui se passe dans le cas d'une descente dans une favela contrôlée par le narcotrafic où on retrouve des armes et de la drogue, jamais de l'argent, on ne sait pas pourquoi, mais il n'y a jamais des saisies d'argent dans les descentes de la police dans la favela. Et ça doit être la chose la plus importante, la plus évidente, mais ils n'en trouvent jamais. Et lorsqu'ils font une descente dans la base d'une milice, d'abord, les gens qui sont arrêtés, ce sont des policiers, retraités ou non, des policiers, des pompiers, parce que les pompiers ont un statut militaire, des policiers des différentes
différents corps de police, et ceux qu'ils saisissent, ce sont la comptabilité de l'application de l'impôt de manière absolument systématique, et les centrales des distributions de la téléphonie, de la télévision, de l'Internet, donc on pourrait avoir ici de l'électricité, et on pourrait avoir l'Internet ici, s'il y avait une milice qui la distribuait. Et donc, voilà. Ce qui se passe, c'est que les milices, dans le processus de privatisation, anticipent ce qui est en train de se passer maintenant, et c'est la reconnaissance du fait que le processus d'accumulation dans le capitalisme contemporain, où le gouvernement Lula s'intègre de manière accélérée, implique la mobilisation productive de la ville, et donc les milices sont devenues le principal problème, et aussi les commandos du narcotrafico, et il s'est mis en place un processus de pacification des favelas. Et donc ça, c'est le changement qui a eu lieu à Rio, et avec le processus de pacification des favelas, il y a un autre processus qui est celui de l'organisation des méga événements, c'est-à-dire l'Olympiade militaire. Je ne savais même pas que ça existait, mais il a déjà eu lieu à Rio, l'Olympiade de toutes les armées du monde, les Olympiades, la Coupe du Monde, la Coupe des fédérations, et toute une série d'investissements, de méga-investissements liés à ces méga-événements. Et la pacification des favelas, elle est organisée de manière à, comment dire, qu'est-ce qu'elle implique? La pacification, elle implique comme objectif le désarmement des favelas. Le fait que, où il y a des milices, où il y a des commandos du narcotrafico, il y ait un désarmement stable. Auparavant, la police faisait des interventions très violentes, avec des échanges de coups de feu, des dizaines de morts à chaque fois, et puis tout revenait à l'activité normale. En fait, les interventions de la police étaient des moments de négociation ou de conflit dans la répartition du revenu du narcotrafic. L'idée de la pacification, c'est de dire on va effectivement désarmer et réduire le contrôle stable du territoire par les commandos du narcotrafic et par les commandos de la milice, c'est-à-dire par l'autre police. Pour comprendre combien cette pacification, et c'est une pacification qui a lieu dans les favelas et en même temps au niveau des polices et de l'État, il faut voir que l'unité des polices de pacification, UPP, elle a comme spécificité le fait d'être composée par des nouveaux policiers. Donc elle n'a aucune préparation spécifique, au contraire, ce sont des policiers qui passent par une formation rapide d'à peu près 2 mois, qui sont très jeunes et qui viennent d'être recrutés. Parce que l'idée justement, c'est que la pacification passe par le fait qu'on ait des policiers qui ne reproduisent pas le comportement des autres policiers. C'est-à-dire, c'est une lutte qui a lieu dans la ville et qui traverse la police. Et qu'est-ce qui est le, comment dire, quelle est la dynamique de la pacification? La dynamique de la pacification, c'est de dire ces territoires des pauvres qu'auparavant étaient exclus en attente d'un horizon d'inclusion salariale, aujourd'hui sont mobilisés en tant que tels dans les réseaux métropolitains de circulation et production. Donc, de la même manière que les milices les ont reconnus comme des territoires productifs, maintenant c'est nous, l'État et les entreprises qui devons passer à faire la gestion de ce passage. La première chose qui a lieu quand les unités des polices de pacification rentrent dans une favela, c'est l'arrivée des services des entreprises privées qui ont la concession publique des services d'électricité, de téléphonie,
de transport, et donc il commence à réorganiser et formaliser tous ces services qu'auparavant sont organisés par la milice ou par le narcotrafic. Et cela se traduit par le fait que les gens qui habitent dans une favela, les favelados, ils commencent à avoir une sorte de reconnaissance formelle, mais cette reconnaissance formelle implique de payer des tarifs de plus en plus importants et de plus en plus impayables. C'est-à-dire cette mobilisation des pauvres qui commencent à avoir un pouvoir d'achat à la fois parce qu'ils sont intégrés dans les réseaux de circulation et de production de la métropole, et à la fois parce qu'il y a des politiques sociales et des politiques de valorisation du salaire minimum qui les ont amplifiées et soutenues, et commence à être justement l'objet de cette pacification qui, en réalité, est une militarisation, puisque les flics rentrent et ils restent dans ces favelas et commencent à décider tout ce qui se passe. Si on peut faire une fête, si on peut faire un mariage, si on peut faire un baptême, comment on va le faire, où on va le faire, si on peut construire, si on peut améliorer sa maison ou non. Et donc, la pacification, de manière paradoxale, elle se présente, qui est une avance, hein, dans le sens que, quand il y a une favela pacifiée, on peut rentrer sans négociation. S'il y a une favela qui n'est pas pacifiée, on ne peut pas rentrer. C'est comme le bar ici à côté, qu'on m'a dit qu'on ne peut pas y aller. Mais là, c'est un peu plus dangereux. Et donc, d'une part, il y a un changement, comme une ouverture de l'espace à la circulation de tout le monde, mais d'autre part, la police passe à gouverner ce qu'auparavant était objet d'un pacte entre les habitants et les différentes organisations des milices ou des narcotrafiquants. L'autre mécanisme est le mécanisme des grands événements, et donc les grands événements permettent toute une série d'investissements, et avec ces investissements, qu'est-ce qu'on dit, grands ouvrages, des grands travaux, voilà. Ces grands travaux qu'on fait dans le port, dans la cité olympique, etc., on introduit un autre mécanisme qui est le mécanisme de de l'expulsion non plus des favelas, mais de l'expulsion des favelados. Donc d'une part, on pacifie, on militarise et on inclut formellement les favelas et les pauvres. D'autre part, on introduit un mécanisme qui n'est plus parce que ce serait complètement contradictoire, un mécanisme qui est en partie paradoxal, mais il est aussi, complémentaire, qui est un mécanisme non plus de dire on va éliminer toutes les favelas, un mécanisme où on va éliminer une partie des favelas, et en réalité, expulser une partie de ses habitants. Donc c'est la réintroduction de ce qu'on dit en portugais du Brésil, les remoções. Ce qui avait été éliminé par les mouvements de la réforme urbaine et par les mouvements des favelados au cours des années 80 et 90. Donc les remoções sont réintroduites, mais non pas de manière généralisée, d'une manière beaucoup plus articulée, et dans la mesure où on arrive dans les favelas et on dit, et on justifie, on organise les expulsions des favelas, des pauvres, en direction des régions beaucoup plus lointaines, ou en direction à des habitations, à des logements organisés et conçus selon une autre dynamique dont je vais parler, en utilisant des argumentations différentes. Il n'y a pas une argumentation, une légitimation homogène. On va, enlever les pauvres, les favelas, parce que c'est pas organisé, c'est pas planifié, donc il faut qu'on les mette dans un HLM quelque part, etc. Et, par exemple, des halles, les mécanismes qui se mettent en place sont différents, et ce sont des mécanismes du type, par exemple, Morro da Providência, c'est la première favela historiquement de Rio, qui est dans le port. Et on
déjà éliminé à peu près un tiers de la population, expulsé un tiers de la population et des maisons de cette favela en utilisant des justifications différentes. Donc on a dit d'une part qu'il y avait un patrimoine historique qui méritait une réorganisation de l'espace. Donc il y avait une petite église qui était un peu, comment dire, peu accessible en fonction de la densité des constructions, et on a dit donc il faut enlever les maisons pour laisser plus de place à l'église. Ensuite, on fait un téléphérique. Dans toutes les favelas, on fait un téléphérique touristique, et le téléphérique il passe au-dessus des favelas, mais il a des bases, des bases assez importantes. Donc pour le mettre, il faut enlever des maisons. Et ensuite, on utilise des argumentations du risque, ou c'est-à-dire les favelas, surtout dans les zones les plus riches, sont sur des collines, et donc on dit ici il y a des risques de chute, et donc il faut sortir. Dans d'autres favelas, on utilise l'argumentation qu'il y a une route qui passe, et comme par hasard, elle passe toujours sur des favelas, jamais sur des ensembles habitationnels des classes les plus riches. Dans un autre cas, on dit que c'est la ville olympique, que comme par hasard, il a un périmètre homogène, mais là où il y a la ville autodrome, elle fait une ouverture pour prendre cette petite favela et justifier son expulsion. Et donc ce qui se passe, c'est un mouvement rampant, articulé le long de différents mécanismes. Un autre cas, c'est le jardin botanique, où il y a une petite favela qui existe depuis presque un siècle, qui s'appelle Orto, avec à peu près 600 familles. Et là, c'est le président du jardin botanique, je vais revenir là-dessus, qui dit qu'il faut qu'il sorte, qu'on puisse permettre l'expansion des arbres, de l'activité du jardin botanique. Et ils sont 600 familles, donc il y en a 500 qui doivent sortir, 100 vont rester. Donc c'est comme ça. Donc c'est tout un mécanisme. Et qu'est-ce qu'on propose à ces gens qu'on expulse des favelas? On propose d'aller habiter très loin, c'est-à-dire du centre de Paris à Grigny, mais sans RER. Ça. Très loin, dans des maisons qui sont dans des logements qui ont à peu près, comment dire, qui sont hautement padronisés, une très mauvaise qualité, qui ont une surface à peu près de 42 mètres carrés, et qui sont le résultat d'une politique publique qui s'appelle Mia Casa Mia Vida, ma maison, ma vie, politique publique de subvention aux entreprises privées qui construisent ces logements, et où les favelados et les pauvres sont obligés d'aller en devenant des propriétaires, c'est-à-dire des gens qui ont une dette, en les embêtant. Ils sont transformés en des gens qui vont avoir une dette à payer pour ces maisons hautement standardisées. Et les gens, dans les favelas, résistent. Ils ne veulent pas sortir de là où ils sont. Et ce qu'ils disent, c'est que d'abord, ils veulent continuer dans les territoires où ils se trouvent, où eux-mêmes ont construit leurs maisons. Et d'autre part, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne veulent pas s'endetter, ils ne veulent pas être obligés à l'option de l'endettement, mais surtout, ils disent, nous avons des formes de vie, ce n'est pas l'expression qu'ils utilisent, mais c'est à peu près ça qu'ils disent. Nous habitons dans des maisons qui, du point de vue des architectes, du point de vue de la mairie, du point de vue du pouvoir, ce ne sont pas des maisons planifiées, ce ne sont pas des maisons comme il faut, mais nous avons des espaces. Nous avons par exemple quelque chose qui s'appelle la lage. La lage, c'est un toit
qui n'est pas un toit, c'est, comment dire, comment on dit ça en français, je sais pas. C'est une terrasse avec les fers du béton qui sortent et qui fonctionne en même temps pour les fêtes, pour les repas, les familles, entre les amis, et aussi elle permet déjà la possibilité à la famille de construire un autre étage lorsqu'il y a un enfant qui se marie, et c'est là donc il y a une verticalisation des favelas qui a lieu à partir de cette dynamique de la terrasse, c'est-à-dire d'un toit qui est une terrasse qui permet la continuité du processus d'autoconstruction. Et donc, ce que les pauvres, les favelas, disent, c'est que leur forme de vie ne rentre pas dans ces projets de construction de la ville autour des méga événements, des Olympiades, des mondes, etc. Et ne rentre surtout pas dans ces formes de logement planifiées qui ont comme objectif, en fait, l'homologation effective des pauvres dans cette nouvelle condition de classe moyenne, moyenne-basse. Donc, entre la militarisation et les méga-événements, ce qui est en train d'avoir lieu à Rio, c'est la bataille de la nouvelle composition de classe. D'une part, l'affirmation des valeurs du marché, des valeurs de cette nouvelle économie organisée autour des métropoles, et d'autre part, l'affirmation de la puissance des pauvres qui affirment les formes de vie qu'ils ont constituées tout au long de ces années. Et pour revenir au gouvernement Lula, le gouvernement Lula, avec Dilma de moins en moins, mais c'est un peu l'expression de cette bataille. Lula n'est pas d'un côté et de l'autre, en fait, c'est l'expression de cette bataille absolument vive. Oui, moi je parle de Rio, mais c'est parce que c'est là où on travaille, on fait de la recherche, on participe à des formes d'organisation de résistance des pauvres, mais c'est une dynamique générale qui traverse le Brésil aujourd'hui et qu'on pourrait discuter un peu plus en général. Je vais vous montrer des photos par rapport... Bon, après il y a des discussions par rapport à comment les expulsions sont réalisées, qui est-ce qui les réalise, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas une politique de droite ou de gauche. Même si, apparemment, le maire de São Paulo commence à avoir une attitude différente par rapport à ces cas à São Paulo. Les expulsions, l'occupation des maisons, etc. Il a participé récemment à des moments où il les a arrêtés, il a fait des médiations. Apparemment, il y a une inflexion. Mais il faut voir que le gouvernement de Rio est une coalition locale de la coalition qui gouverne le Brésil, donc qui appuie Lula, avec la participation directe du Parti travailleur dans la gestion de la question de l'habitation, du logement. Et ce qui est le paradoxe de ce qui se passe, c'est que d'une part, l'adjoint du Parti des travailleurs au logement, il mène les politiques d'expulsion qui sont des politiques qui réintroduisent les remboursements, les expulsions des pauvres, alors que dans les années 80-90, c'était une grande conquête d'avoir éliminé cette perspective, d'avoir affirmé la question de l'urbanisation des favelas et non pas de leur expulsion, de leur élimination. D'autre part, on pourrait penser que ces secteurs du Parti travailleur qui appuient la politique de droite du maire, qui en même temps participent à la coalition du gouvernement, ce sont les secteurs les plus pragmatiques, ceux qui le plus acceptent les médiations que le parti fait au niveau national, etc. Mais en fait, quand on prend l'exemple de cette favela, petite favela qui s'appelle Horto, du jardin botanique, la présidence du jardin botanique, qui est une institution fédérale, et les secteurs de gauche du parti, ceux qui critiquent d'un point de vue moral la corruption de Lula ou du Parti des travailleurs en général. Et donc, on a d'une part un discours qu'on pourrait penser, un discours
dans la gauche qui est au gouvernement, un discours qui fonctionne comme une sorte d'acceptation des dynamiques du marché, du privé, du marché immobilier, des intérêts des entreprises d'investissement immobilier, et qu'on pourrait penser que ce sont les secteurs les plus pragmatiques ou corrompus du Parti des travailleurs. Mais on retrouve les mêmes politiques menées par les secteurs les plus à gauche, entre guillemets, non pas en fonction d'un discours sur l'intérêt du marché, sur les limites du marché, mais en fonction du discours sur la notion de public. Les favelas del Orto, de cette favela qui résiste, seraient des gens qui s'approprient du bien public, qui doivent revenir aux arbres du jardin botanique, ces jardins. Et donc il y a à Rio, ça c'est très très complexe, quand on essaie d'organiser des articulations des luttes au niveau des représentations politiques, il y a un mélange total des positions de gauche et de droite. Et souvent on retrouve des députés pragmatiques sur des questions nationales et générales, qui appuient par exemple Orto pour qu'il reste, et puis des gens de gauche qui au contraire appliquent des politiques, à mon avis, fascistes, pas seulement dans la décision de l'expulsion, mais dans la manière d'exécution des expulsions, que je vais vous montrer. Donc ici il y a une analyse un peu plus détaillée des différents cas, mais moi je vais vous montrer les images. Et donc ça c'est une favela, ce sont des petites favelas, ce sont des images de comment ça s'est mis en place une expulsion. Et donc d'abord SMH, c'est Secrétariat municipal d'habitation. Donc les gens de l'adjoint au logement arrivent dans une favela, ils commencent à faire une évaluation et sans parler à personne, ils commencent à tatouer les villes, les maisons, avec le sigle de la mairie en disant rien, et donc les habitants ils commencent à voir que leur maison a été marquée, et donc un jour il va se passer quelque chose. Et là il se passe quelque chose dans le sens qu'il y a une maison par exemple comme celle-ci, il y a plusieurs familles dans la même maison, les gens de la mairie arrivent dedans après qu'ils les ont marqués comme ça et avoir déterminer cette situation de précarité, d'insécurité. Et donc ils commencent à négocier avec les familles où tu sors maintenant, où tu perds tout. Donc si tu sors en fonction d'une indemnité, on te paye une indemnité qui est très très souvent ridicule en soi. Et ridicule parce qu'elle ne permet pas du tout une réinsertion, c'est-à-dire une indemnisation. On peut penser qu'elle puisse permettre à cette famille de s'acheter une maison ailleurs, et pas du tout. Ou, bon, on offre la possibilité, je fais cette comparaison, de sortir du centre de Paris et venir ici. C'est clair. Donc sans RER, hein, et ça veut dire 2-3 heures de transport seulement à l'aller et au retour. Ça c'est la situation de Rio. Entre un point et l'autre de Rio, c'est 80 km, donc ça inclut l'extension de Rio, c'est énorme. Et donc, une famille accepte et l'autre non. Les gens de la mairie rentrent, ils commencent à démolir la partie de la maison dont la famille est sortie. Et avec les autres qui continuent à habiter à côté, et ils laissent les résultats de ces... Et donc voilà, ça c'est après l'intervention de la mairie, avec les habitants qui continuent à être à côté. Donc d'une part le procédé de marquer les maisons sans aucune information, en annonçant qu'elles vont être démolies, et d'autre part la démolition partielle avec les habitants à côté, en laissant des gravats pour, dans les rues de la favela pour rendre la vie impossible. Voilà. Les gravats, les poubelles, etc. Et
les gens habitent juste à côté. Ça c'est, vous voyez, c'est toujours le même cas. Ça, ce sont des favelas qui se trouvent dans les quartiers les plus riches de Rio, la zone sud. Donc c'est pas la périphérie. Voilà. Ça, ce sont des images que Alexandre a collectées encore quand il était défenseur public. Bon, une autre stratégie de la mairie, c'est quand les habitants résistent, ils ne veulent pas sortir, laisser les poubelles et s'accumuler. D'une part, on démolit les maisons, etc. D'autre part, on laisse les poubelles. Et vous imaginez le climat à Rio, quel effet il a. Donc voilà, ça c'est le cas justement d'une habitante. Et à l'étage supérieur, il y a eu cette démolition et qui montre les conséquences par rapport à sa maison. Voilà. Je voulais vous montrer ça c'est une mobilisation sur une favela qui devait être complètement démolie, qui s'appelle Morte de Prazeres, qui se trouve à côté du centre de Rio, pas de la zone sud, et à partir des discours sur la question du risque. Ça c'est pour vous donner des images. Et voilà, les gens de toute manière résistent, se réunissent, ça c'est Alexandre. Donc ça c'est des moments de mobilisation. Et donc l'expulsion de cette favela, qui était prévue comme une expulsion massive, n'a pas eu lieu. Donc la mobilisation a réussi à l'empêcher. Mais les mouvements pour l'expulsion continuent. Et je vous montre des images de favela qui devraient être la favela modèle de la pacification et de cette nouvelle expulsion modulée. Il s'appelle Santa Marta, elle se trouve dans un quartier qui s'appelle Botafogo. Et là, on voit un peu la lagune, et après la lagune, il y a la plage. Et ici, il y a le Christ, vous le verrez. Et donc cette favela, en fait, elle passe par un processus d'urbanisation modulée. Donc d'une part, on urbanise, ici il y a ces couleurs, on construit d'autres logements, toujours près de la favela, et plus on monte, plus l'idée... Et donc toute cette partie de la favela, au contraire, elle est destinée à être expulsée. C'est la partie la plus, comment dire, intégrée à la forêt. Il y a une forêt urbaine à Rio. Et là, on voit, il y a, comment dire, un mouvement de résistance des habitants qui ont mis leur banderole partout et organisé une réunion. Bon, vous voyez, le fait c'est que ici on a une urbanisation, vous voyez ça c'est des logements qui ont été construits par la mairie, le Christ, le Corcovado, donc ce sont les localités touristiques les plus jolies qui est à Rio. Et un des objectifs de cette réorganisation, c'est une réappropriation de ce qu'auparavant seulement les pauvres occupaient, et maintenant tout le monde commence à voir et valoriser. Donc ça c'est une image, vous voyez le quartier riche et la favela. Ce sont les travailleurs du quartier naturellement. Les banderoles. Et voilà, c'est fini. Il y avait même une photo d'une réunion. Voilà.